Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Oui, alors, bon, je suis là. Je m'attendais comme en écho. Alors, vous avez promis un lancement de livre. Investir en 2011. Michel Marcoux, vous avez décidé Vous ne le lancerez pas? Non, je ne le lancerai pas. Non, c'est parce qu'on était habitué d'année en année aux 100 meilleurs fonds. Moi, je m'attendais aux 100 meilleurs fonds de 2011. Mais oui. Puis c'est pas ça partout. Ben, c'est pas ça partout. En fait, c'est en partie ça, Ben mais là, on a changé un petit peu. Il en reste 60, là. En fait, au lieu d'avoir les 100 meilleurs fonds, il y en a 60. C'est pas parce qu'il y a moins de fonds qui sont bons. C'est que cette année, en fait, après, ça faisait 12 ans que j'écrivais un guide à chaque année sur les 100 meilleurs fonds. J'avais le goût de changer un petit peu la formule. Et on a souvent des commentaires autant d'ici de moi, mes clients, et vous, ici, des auditeurs, qui disent, ben oui, mais il y a des FNB aussi, il y a des actions et tout ça. Puis j'ai toujours dit que c'est une réalité qui existe. Oui, c'est pas quelque chose que je suis un grand spécialiste, mais oui, ça existe. Puis j'ai décidé d'en parler un peu dans mon livre pour dire quelles sont les avenues, quelles sont les possibilités. Et on va se rendre à Québec pareil, comme je disais d'ouvrir tantôt. les horizons. D'ouvrir les horizons. D'ouvrir les horizons. Alors, comment s'est fait le travail? Parce que là, vous avez bien sûr de l'aide. Oui, je travaille avec d'amis, Alexandre Lebrun Oui, depuis entre déjà quelques années, qui est économiste chez Avantage Services Financiers depuis plusieurs années, Oui. qui travaille pour la recherche et tout ça. Et puis, j'ai travaillé avec deux collaborateurs externes, Martin Duprat, qui était ici il y a quelques semaines, qui est président de l'IQPF, de l'Institut des planificateurs financiers du Québec, qui est aussi actuaire. On a travaillé une petite partie ensemble, et j'ai travaillé aussi une petite partie avec M. Jean Martel, qui est un conseiller financier chez la financière Banque nationale, alors qui m'ont aidé dans des lieux où je connaissais moins. Alors, voilà ce que ça a donné. Investir en 2011. Alors, il y a beaucoup de sujets là-dedans, à l'intérieur de ce livre-là. Les cruciaux, c'est quoi? Oui, là? en fait, ce qu'on a essayé de parler... Bon, d'abord, j'ai parlé... au début, je dis... En fait, il y a trois choses que je voulais que les gens retiennent d'abord avec ce livre-là cette année. C'est que l'important, je l'ai dit tantôt, c'est de trouver une stratégie puis de la garder. Alors, si un jour vous décidez que les fonds mutuels, c'est pour vous, vendez pas à l'année d'après parce que vous n'êtes pas content des résultats ou 2 ans après. Une stratégie, c'est un cycle économique, c'est minimum 10 ans. Puis que ce soit les actions, les FNB, il y a plusieurs façons d'avoir un portefeuille rentable qui vous convient. Deuxième chose, personne ne peut prédire l'avenir, ni aucun économiste, ni aucun professionnel, ni vous. Alors, perdez pas votre temps à essayer de choisir, décider qu'est-ce qui va aller bien l'année prochaine ou pas. On ne le sait pas. On voit qu'il y a des tendances. Hein? On parle des fonds, des taux d'intérêt qu'on pense qu'ils vont augmenter, mais ça n'arrivera peut-être pas. Alors, il faut suivre les tendances, regarder, mais essayez pas de prendre votre portefeuille que des obligations, mettre 100 en action parce que vous êtes sûr, vous, que les taux d'intérêt vont augmenter. Vous ne le savez pas. Et je vous dirais que les grands gestionnaires qui se montrent, entre autres M. Buffett, dit toujours, je passe pas 5 secondes par année à essayer de réfléchir qu'est-ce que les taux d'intérêt vont faire, qu'est-ce que l'économie va faire. J'en sais rien. L'autre chose, c'est que votre meilleur conseiller, votre meilleur allié dans vos placements, c'est votre conseiller financier. Il y a beaucoup de gens qui essaient de faire leur portefeuille, et c'est correct. Mais rien ne vous empêche de travailler avec un conseiller financier, puis vous n'êtes pas obligé de toujours l'écouter. Mais je pense que des fois, dans des moments d'euphorie, par exemple, vous savez, quand la bulle technologique existait, notre travail de conseiller financier, c'est souvent de dire aux clients, écoutez, ton portefeuille est à 80, 85, 90 dans un secteur. Il faudrait peut-être réduire. On est un petit peu des gens qui vont ramener les gens sur le plancher des vaches. Puis d'un autre côté, quand ça va très mal, on peut vous aider aussi. Alors, je pense que c'est les trois choses à retenir. Et la première partie du livre, bon, évidemment, on parle beaucoup des produits. Différents produits, je parle qu'est-ce qu'est une action, une obligation, les fonds mutuels, l'investissement dans l'art, ART, hein, pas l'art OR. On sait qu'à la Bourse de Londres, par exemple, vous pouvez investir sur le vin. Alors, il y a plusieurs produits, et j'en parle, ce que j'en pense. On parle beaucoup du risque, parce que les gens oublient beaucoup qu'investir, tout le monde veut faire de l'argent. J'ai jamais vu aucun client qui me dit, moi, M. Marcoux, je voudrais surtout perdre de l'argent. Oui. Ça n'existe pas. Les gens voudraient faire de l'argent, mais il y a un risque qu'il faut gérer. Et ça gère un risque. Il y a des outils maintenant qui vont permettre à votre conseiller financier de vous aider à gérer ce risque-là. Et j'en parle beaucoup parce que je pense que faire des sous, c'est une chose, mais tout le monde veut en faire.
Ce qui est le plus difficile, des fois, c'est de gérer son risque. Et ce qui est difficile, là, c'est se protéger contre les fraudeurs, puis peut-être les abus aussi. Oui, on et en ça, parle aussi. t'en as un conséquent En fait, c'est Martin Dubois qui en a une petite section. Comment savoir avec qui vous faites affaire? C'est quoi les titres? Parce qu'on sait que les titres professionnels dans notre industrie, c'est un petit peu le bordel, je vous dirais. Il y en a trop. On ne sait plus avec qui on fait affaire. On ne sait plus si on devrait faire affaire avec un planificateur ou un conseiller ou, enfin, sécurité financière. Il y en a trop. Il faudrait peut-être faire un ménage là-dessus, mais ça va être un autre débat. Il y a aussi des portefeuilles modèles. Beaucoup de gens me disent des fois, Michel, c'est facile faire un portefeuille aujourd'hui. Tu regardes ce qui a été bien depuis 2-3 ans, puis voilà le portefeuille. Oui. Il y a 5 portefeuilles là-dedans qui ont paru dans la revue Affaires Plus en 2004, en septembre 2004, chez Bonne Moyenne. Oui. Alors, je reproduis ces portefeuilles-là aujourd'hui et on se rend compte que finalement, ça a été des portefeuilles qui ont tenu la route. Évidemment, il y en a un qui est très à risque, il y en a un qui est plutôt très conservateur, mais chacun a un risque donné, a donné des bons rendements. Et nos 2 portefeuilles qui sont des portefeuilles d'actions à 100 bien, l'objectif, c'était de battre notre indice de référence. Bien, on bat l'indice de référence sur 1, 2, 3, 5, 10 et 15 ans. Donc, il y a moyen, avec les outils qu'on a, de faire des portefeuilles intéressants. C'est ça que tu appelles le requin, les polars. Exactement. On avait, en fait, c'était une idée de Daniel Germain, je pense, l'éditeur de la revue Affaires Plus, le rédacteur en chef, on avait décidé de trouver des noms qui étaient représentatifs. Par exemple, le portefeuille le moins à risque, c'était la tortue, l'oursin. Enfin, la tortue de mer la tortue un peu plus à risque. Et on finissait avec les polars et le requin. Alors, c'était les portefeuilles. Puis, je trouvais ça intéressant de dire, ben oui, les gestionnaires réussissent à avoir des rendements intéressants à long terme. Puis, il n'y a pas de changement, c'est les mêmes portefeuilles qu'il y avait. Puis, vous pouvez toujours fouiller sur Internet, vous allez retrouver les éditions originales. Bon. Et aussi, on a une section sur l'investissement et la retraite, qui est, à mon avis, très importante. Et on finit avec les 60 fonds que je trouve intéressants. Ça ne veut pas dire que vous avez un fonds qui n'est pas dans le livre, qui n'est pas intéressant. Au contraire, je devais me limiter dans l'espace. Et on fait l'analyse de certains fonds négociés en bourse intéressants. Puis il y a un portefeuille modèle avec des actions-obligations qui a été fait par Jean Martel. Très intéressant. Bon, alors, tout ça dans le livre qui est lancé là, bon, on l'a lancé en ondes, là, mais officiellement, on va être lancé jeudi. Je pense qu'il devrait être en librairie à partir de jeudi. OK. En principe, là, mais il y a peut-être des librairies qui vont le mettre sur les tablettes un peu avant, mais jeudi, ça devrait être partout au Québec. Il est tout chaud parce que il sent l'encre encore. Il est pas mal chaud. En fait, vous êtes le premier à en parler, alors Bon, ben voilà. heureux. Alors, exclusivité avec Michel. Merci beaucoup, Michel. Plaisir. Alors là, il faut faire plaisir à nos gens. Oui. Puis justement, dans ce livre-là, tu nous en parles un peu des outils de placement, les REER, les RE. J'ai même appris qu'il y avait un régime enregistré d'épargne invalidité depuis 2 ans. Exactement. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. D'ailleurs, cette semaine, on va vous présenter une entrevue avec un gestionnaire de portefeuille qui lui-même est handicapé et qui fait la promotion de ce genre de placement-là. Alors, c'est une autre façon aussi de se protéger. Et il y a le CELI. Oui. Une petite question ici. Puisqu'il est recommandé d'inclure des revenus fixes dans un CELI, compte tenu du fait que les rendements des obligations risquent d'être faibles au cours des prochaines années, dans quel véhicule de placement dois-je me diriger? Le montant total à investir, 10 000 5 000 pour moi, 5 000 pour mon conjoint. Est-ce qu'on fait des portefeuilles différents ou si on fait la même affaire pour les deux? En fait, c'est pas très grave, je vous Pas dirais. grave, ça? Par contre, ce que je dirais peut-être en fait, c'est pas signé. Oui. Quand on dit de mettre les revenus fixes dans un CELI, c'est qu'idéalement, on va les mettre dans un véhicule où les intérêts ne sont pas imposables au même taux. On sait que dans un CELI, vous ne payez pas d'impôt sur les gains, donc c'est revenus d'intérêt. La même chose d'un REER aussi. Donc, il peut être avantageux de le mettre dans votre CELI, votre REER, mais pas toujours. C'est-à-dire c'est qu'il y a des gens, par exemple, qui vont le mettre dans un REER, puis dans votre CELI, vous pouvez avoir un fonds d'action, vous pouvez avoir des titres d'action, c'est pas un problème. Je vous dirais que ce qui est important, c'est de regarder votre horizon de placement. Si votre CELI, vous dites, ces sous-là, c'est pour ma retraite, vous avez à 25 ans de votre retraite, vous pouvez mettre évidemment des produits plus à risque, mais qui vont vous rapporter plus. Si par contre, c'est des sous que vous pourriez avoir besoin dans les prochains mois, dans les prochaines années, bien là, je vous dirais, regardez les obligations court terme ou les fonds hypothécaires qui vont être moins affectés en cas de hausse de taux d'intérêt subite. Les fonds équilibrés. Il y a des fonds équilibrés intéressants. Je vous dirais les plus intéressants, parmi les intéressants qui ne sont pas très à risque, RBC, la Banque Royale, un fonds revenu mensuel. Banque CIBC aussi, un fonds revenu mensuel très intéressant. Et toutes les firmes ont des fonds équilibrés qui sont de moins à risque, plus conservateurs, à plus agressifs. Mais il y a quelque chose d'intéressant là. Donc, si les obligations ne vous rapportent pas beaucoup de sous, votre partie action de votre portefeuille devrait rapporter.
Bon, alors, j'espère que ça répond à votre question. Je pense que c'était Ginette. Je suis pas sûr, mais en tout cas, je pense que c'est Ginette qui... J'avais oublié de vous mettre le nom. Bon, question qui s'adresse à Michel Marcoux. Elle est longue un petit peu, mais fait rien. Sylvie, on va tenter de répondre à votre question comme il faut. Que ce soit une compagnie d'assurance ou une banque, chacun essaie d'attirer les clients avec des produits vedettes, ce qui est normal. Ce qui est normal. La Banque CIBC a introduit en novembre 2009 ses fonds d'obligation de société à rendement de capital qui cherchent à générer des rendements fiscalement efficients en transformant les revenus d'intérêt qu'offrent généralement les obligations en gains de capital. Puisque ce fonds exige un investissement minimum de 100 000 de quoi un investisseur avisé doit-il se méfier lorsqu'il investit dans un tel fonds? Aussi, une explication sur le mécanisme qui permet de transformer le revenu d'intérêt en gain de capital. Ça marche comment, ça? En fait, on en a déjà parlé, Oui. c'est les fameux fonds catégories. Hein? Il y a plusieurs noms, il y en a qui appellent ça les fonds T, les fonds catégories, ça a plusieurs noms. En fait, ce que c'est, d'abord, il n'y a pas de méfiance, c'est pas une arnaque, c'est pas une passe-passe fiscale à risque et tout ça. C'est que, normalement, un fonds mutuel, c'est constitué d'une fiducie. Alors, vous, moi et beaucoup d'investisseurs, on met des sous dans ensemble, si vous voulez. On a un gestionnaire professionnel. Et la fiducie, elle récolte des revenus d'intérêt, elle récolte des gains de capitaux et elle récolte aussi des dividendes qu'elle va nous distribuer. Donc, les revenus d'intérêt qu'elle récolte étant distribués, vous devez, quand c'est hors REER, hors CELI, on s'entend, vous devez payer des revenus, de l'impôt sur vos revenus d'intérêt. Quand c'est fiscalement avantageux, c'est qu'au lieu que ça soit une fiducie, c'est une corporation. C'est vraiment une question légale. La structure de capital, ça s'appelle une corporation au lieu d'être un fonds d'une fiducie. Et une corporation, par définition, ne peut pas distribuer de revenus d'intérêt. Donc, cette corporation-là, au lieu de la fiducie, va toucher des revenus d'intérêt de vos placements. Quand on vous le donne, ça ne peut pas s'appeler un revenu d'intérêt, ça va s'appeler un gain de capital ou une dividende, une distribution, qui va être imposable la moitié moins. Alors, c'est très avantageux. On en a eu une émission d'ailleurs là-dessus. Pour les gens qui ont des sous hors REER, vous devriez essayer de chercher des fonds de catégorie. Puis il y a beaucoup de familles de fonds qui en offrent. Il y a un choix très intéressant. Je pense que c'est une des façons de payer moins d'impôts. Bon, alors j'espère que vous comprenez bien le principe entre la fiducie de revenus et une corporation qui, elle, offre donc de distribution de capital ou du gain de capital et l'autre qui distribue à part égale selon ses revenus. C'est pour ça que vous avez un T3 des fois, le fameux relevé orange, là, où c'est écrit gain de capital, gain d'intérêt ou encore dividende versé durant. Et ça, il n'y a pas de frais de gestion qui sont plus élevés. Tout ça, ça ne coûte rien. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Bon, alors on va y aller peut-être avec deux appels. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu les téléphones. On va y aller tout de suite. Albert Dodson, on vous écoute. Monsieur Gagnon, bonjour. C'est Albert de Hudson. J'apprécierais une analyse sur 3 titres, dont un qui est aux États-Unis. C'est CVU. C'est Super Value. C comme charge, V comme victoire, U comme Urgel. CFX, qui est au Canada. Charles-François Xavier. Canfor Pulp. Puis le dernier qui est TA, Transalta, T comme Thomas, A comme Albert. Alors j'apprécie beaucoup et puis on vous souhaite une excellente année. Merci. On vous en souhaite une aussi. Alors, pour le premier CVU qui est dans le domaine aérospatial, en tout cas, il y a beaucoup d'entreprises aux États-Unis, connaît quand même une certaine croissance depuis déjà un bon moment. Les prix cibles, le prix cible commence à augmenter. On est à 18,50, 12,43. C'est un achat pour tous, sauf que ça ne distribue pas beaucoup. Il y a eu de la difficulté dans les dernières semaines. Alors, je vous invite quand même à une certaine prudence, malgré que le titre soit recommandé. Le deuxième titre, rapidement, c'est CFX, donc à la Bourse de Toronto. CFX qui est Canfor. On en a parlé un peu plus tôt cette semaine. Semble-t-il, en tout cas, qu'il y a un certain intérêt pour ce titre-là. Merci, Michel. Merci tout le monde.